Récemment, une perte militaire a vraiment secoué les forces américaines. Mais son importance, sa vraie signification, est peut-être passée un peu inaperçue. Et pourtant, ça pourrait bien changer la phase du conflit. Parce qu'il faut bien comprendre que perdre un E-3 Sentry, ce n'est pas juste un avion de moins. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est comme si les yeux, et même le cerveau, de toute une force aérienne s'éteignaient, d'un seul coup. Alors, tout ça commence le 27 mars 2026. On est sur une base aérienne en Arabie Saoudite. Et là, un E-3 Sentry est touché. Les premières images qui sortent, elles sont sans appel, vraiment brutales. Il n'y a aucune place au doute. Tous les experts sont unanimes. Les dégâts sont catastrophiques. Ce n'est pas une simple panne, non. C'est une destruction pure et simple. Et il faut être très clair là-dessus. Cet avion, il ne revolera jamais. C'est fini. Il est complètement anéanti. Le fuselage est littéralement fendu en deux. Son fameux dôme radar a été projeté au sol. Pour l'US Air Force, c'est ce qu'on appelle une perte sèche. C'est une capacité cruciale qui vient de s'évaporer comme ça en un instant. Ok, mais pour vraiment saisir l'ampleur de ce désastre, il faut d'abord comprendre ce qu'est un E-3 Sentry. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, la meilleure image, c'est celle d'un maître d'échecs. Un maître capable de voir l'intégralité de l'échiquier. Sauf que son échiquier, c'est le champ de bataille, et qu'il le surplombe depuis le ciel. Cet avion, c'est la WAX, un nom qui est devenu une véritable légende. Ça fait 50 ans, oui, un demi-siècle, qu'il est le pilier, l'épine dorsale de la puissance aérienne américaine. Pensez-y, de la première guerre du Golfe jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul conflit majeur où il n'était pas là, en haut, pour diriger les opérations. Son rôle, il est à la fois simple et absolument vital. C'est le chef d'orchestre du ciel. De là-haut, il coordonne absolument tout. Il détecte les avions ennemis bien avant tout le monde, il guide les chasseurs vers leurs cibles, et surtout, il s'assure que chaque acteur sur le terrain, du pilote de F-35 au simple opérateur de drone, partage exactement la même vision, claire et précise, du champ de bataille. Et son secret, il est là, visible de tous. C'est ce dôme immense qui tourne sur son dos. À l'intérieur, il y a un radar surpuissant, l'ANE API Y2. Sa grande force, sa particularité, c'est qu'il regarde vers le bas. Et ça change tout. Là où un radar au sol est aveuglé par le relief, les montagnes, ou même juste la courbure de la Terre, l'être lui, il voit tout. Il peut débusquer les menaces les plus discrètes, les plus sournoises, comme des missiles de croisière ou des drones qui volent au ras du sol. C'est pour ça qu'on dit qu'il est littéralement les yeux de toute l'opération. Et forcément, des yeux comme ça a un prix. Et quel prix? On parle de près d'1 demi-milliard de dollars. Par appareil, oui, 500 millions. Ça en fait l'un des avions les plus chers et les plus précieux de l'arsenal américain, ce qui ne fait que souligner, encore une fois, à quel point cette perte est grave. Mais attention, il ne faut surtout pas croire que cette frappe est un coup de chance, un hasard, pas du tout. Elle s'inscrit dans une stratégie iranienne beaucoup plus large et, il faut bien le dire, redoutablement efficace. C'est une véritable campagne méthodique pour crever les yeux de la superpuissance américaine. Regardez la séquence des événements, c'est frappant. Depuis le début de ce conflit, l'Iran est en train de démanteler, pièce par pièce, le réseau de surveillance américain. On a d'abord eu un radar à plus d'1 milliard de dollars détruit au Qatar, ensuite 2 radars du système de défense THAAD, eux aussi neutralisés. Et maintenant, le 3. Le point commun à chaque fois, c'est simple, ce sont les yeux des États-Unis qui sont ciblés, systématiquement. Là, une question s'impose. Comment une telle précision est-elle possible? Frapper un avion aussi précisément, juste sous le support du dôme, son point faible, ce n'est pas de la chance. Ça demande des données de ciblage d'une précision quasi chirurgicale. Et ce genre de données, ça ne vient pas de n'importe où. Il faut des satellites performants. Et quand on regarde sur l'échiquier mondial, des pays qui ont à la fois cette capacité technique et l'envie de la partager avec l'Iran, eh bien, il n'en a pas beaucoup. Forcément, les regards se tournent vers la Russie ou la Chine. Et la conséquence de tout ça, elle est spectaculaire et très inquiétante. Avant cette campagne, les défenses américaines interceptaient 9 missiles sur 10. Un taux d'efficacité énorme. Aujourd'hui, le rapport de force est complètement inversé. Ce sont 8 missiles sur 10 qui passent au travers des défenses. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat direct, mécanique, de cette stratégie d'aveuglement. Ce qui nous amène à un autre problème majeur. Cette perte, aussi grave soit-elle, n'arrive pas dans le vide. Elle frappe une flotte d'E-3 qui était déjà, pour être honnête, au bord du gouffre. Parce que la réalité, c'est que ces avions sont vieux. La flotte était déjà sur le fil du rasoir. Et ça, c'était avant même que la guerre ne commence. Le taux de disponibilité de ces appareils n'était que de 56%. Pour dire les choses simplement, ça veut dire que sur 2 avions, il en avait quasiment un qui était cloué au sol en permanence, en maintenance. Alors regardons les chiffres de plus près.
On passe de 16 à 15 appareils au total. Bon, sur le papier, ça ne paraît pas énorme. Sauf que, sur ces 16, il n'y en avait en réalité qu'environ 9 de vraiment opérationnels à un instant T. Et sur ces 9, 6 étaient déployés dans la région du Moyen-Orient. Donc, quand on en perd un, on ne perd pas 1/16e de la flotte, on perd 1/6e de la capacité de surveillance déployée dans la zone la plus tendue du globe. Et là, l'impact, il est tout simplement colossal. Et comme si ça ne suffisait pas, l'histoire ne s'arrête pas là. La même frappe a aussi détruit une autre cible, peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi vitale, plusieurs avions ravitailleurs, des KC-135. Et ça, c'est un autre coup très très dur qui va avoir des conséquences en chaîne. La logique, elle est simple, presque mécanique. Les chasseurs modernes ont besoin d'être ravitaillés en vol pour atteindre des cibles lointaines, comme en Iran. Si l'Iran détruit ses ravitailleurs au sol, il y a moins de ravitailleurs disponibles. Moins de ravitailleurs, ça veut dire moins de missions possibles. Résultat, la capacité de frappe américaine est drastiquement réduite. Du jour au lendemain, des cibles qui étaient à portée deviennent tout simplement inatteignables. Tout ça nous amène au point peut-être le plus critique de toute cette histoire. Cette perte est, à court et moyen terme, irremplaçable. Et ça crée une vulnérabilité immense pour les années à venir. Alors, évidemment, une solution est prévue. Le remplaçant désigné, c'est le Boeing E-7 Wedgetail. C'est un système beaucoup plus moderne, basé sur un avion de ligne, 737. Le plan est donc sur la table. Mais voilà, c'est là que les choses se compliquent. Parce que le gros problème, c'est le calendrier. Le financement pour ces nouveaux avions vient à peine d'être approuvé. En plus, la file d'attente pour en recevoir est déjà longue. D'autres pays en ont commandé. La livraison va prendre des années. Et pendant ce temps-là, les vieux E3 qui restent doivent voler encore plus pour compenser. Ils s'usent donc plus vite. Et il reste des cibles parfaites pour le même type d'attaque qui a détruit leurs jumeaux. C'est un cercle vicieux. Le colonel à la retraite de l'US Air Force, John Venable, le résume sans détour, je cite, « C'est une très très grosse affaire. Ça porte un coup terrible à la capacité des États-Unis à voir ce qui se passe dans le Golfe. » On ne parle plus d'un simple revers tactique, c'est la capacité fondamentale des États-Unis à comprendre la situation et à contrôler le ciel qui est touché en plein cœur. Voilà où on en est. Alors que le conflit fait rage depuis à peine un mois, l'un des joyaux de la couronne de l'armée américaine a été détruit, au sol, à des centaines de kilomètres de l'ennemi. Les yeux de la superpuissance commencent à s'assombrir. Et ça pose une question finale, aussi simple qu'angoissante. Quand on devient aveugle, que se passe-t-il ensuite ?